Angelo, dépêche-toi de déjeuner et va te brosser les dents. Salut Sophie, ça va? Tati a appelé. Mémé a fait un malaise. Il faut se dépêcher d'aller la voir. Pause pipi pour tout le monde. Allez, on y va. Tout le monde est là? Ouais. Revenez! Vous m'avez oublié! Je vais finir ma vie au milieu des ordures. Écoute la petite voix au fond de toi. Elle te dira toujours ce que tu dois faire. Un aventurier retrouve toujours sa mémé. J'arrive, Mémé! Mémé habite au sud, je le sais parce qu'il fait toujours chaud quand j'y vais. Attends-moi, je viens avec toi. C'est quoi cet endroit? Bonjour, je m'appelle Marie Bureau, je suis directrice artistique et directrice de casting. Et sur les films d'animation, je m'occupe de caster les comédiens en fonction des scripts et des histoires qu'on m'envoie. Et ensuite de les diriger en studio et de les accompagner pour faire naître l'image. Voilà. D'accord. Donc vous avez travaillé sur Angelo dans La Forêt Mystérieuse. Est-ce que vous pouvez me parler de votre rencontre avec le réalisateur? J'ai d'abord rencontré Perrine Capron, la productrice avec laquelle j'avais déjà travaillé sur une série que nous avons faite ensemble pour Canal+, qui s'appelait Les Croque-Moutards. Elle connaissait déjà mon travail sur les longs métrages de mes précédentes expériences. Et donc elle m'a appelé un jour en me disant « Écoute, j'ai un film pour toi, je t'envoie le script ». Donc j'ai découvert le script. Ensuite j'ai rencontré Vincent, on a échangé au téléphone, j'aime beaucoup faire ça, appeler les réalisateurs et échanger avec eux avant les enregistrements et avant ma préparation du casting en fait, pour avoir une idée plus précise de leurs attentes, de ce qu'ils aiment, de ce dont ils ont envie, etc. Parce que moi je fais un travail de réalisation sonore, on va dire, mais eux ont les images en tête. Et donc, ce qui est intéressant dans le travail de direction d'acteurs, de direction des voix et de réalisation artistique de l'image, c'est quand les deux mondes se rejoignent et communiquent. Voilà. Donc, c'était ces moments de rencontre un peu privilégiés avec les réalisateurs avant. Ce sont toujours des moments importants pour moi. Voilà. Comment s'est déroulé le casting, notamment vocal? Est-ce que vous aviez déjà des idées de chouchou ou est-ce que c'était plus quelque chose lié à la direction artistique de Vincent? Alors, il y a eu un casting en 2 étapes. Le casting qui concerne les star talent, les comédiens issus vraiment du cinéma, donc José Garcia, Yolande Moreau, Philippe Catherine. Ça, c'était un choix de la production. Donc, ils avaient discuté ensemble, je pense, avec Vincent. Moi, généralement, j'interviens à ce moment-là, mais les décisions avaient été déjà prises avant qu'on m'appelle sur le projet. Donc, il y avait déjà des idées. Vincent avait déjà ses idées par rapport à ces personnages-là. Par contre, tout le reste du casting, on me l'a confié. Donc, comment ça se passe pour moi? C'est généralement, je lis l'histoire. Et ça fait toujours rire quand je dis ça, mais je lis l'histoire et j'entends des voix. C'est-à-dire que comme quand je lis un bouquin, j'ai des images, j'ai des voix qui viennent sur les personnages. Bon, là, c'est un peu pareil. Donc, j'ai lu le script, j'ai eu des sensations sonores, voilà. Et du coup, j'ai relié ces sensations sonores à des gens que je connaissais. Et donc, j'ai proposé à chaque fois, le principe, c'est de proposer quand même 2, 3 ou 4 comédiens par rôle. Tout en faisant une recommandation, en disant voilà, je vous propose ces 3 ou 4 voix, mes 2 préférées sont celles-ci, ou moi je verrais vraiment bien cette personne sur ce rôle. Ensuite on discute, et puis on fait éventuellement faire des essais aux gens, et voilà, et on commence à enregistrer. Et en l'occurrence pour les enfants, parce que moi je me suis beaucoup occupée du casting enfant aussi, c'est une de mes spécialités. J'ai fait venir 5 enfants pour le rôle de Zaza, non 6 enfants. 6 enfants pour le rôle de Zaza et 6 enfants pour le rôle d'Angelo. Mais pour Angelo, j'avais adoré les autres, mais depuis le départ, je savais que c'était Dario. Vraiment, il avait l'étoffe de ce petit héros, et puis il a une voix vraiment singulière en fait.
C'est ça qui est génial. Il est aussi- reconnaissable entre mille, c'est iconique directement. Oui, c'est ça. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller trouver et d'aller chercher et trouver des singularités vocales. Voilà. Et des adultes ou des enfants qui vont pouvoir donner tout de suite une identité très spécifique à un personnage. Et Dario, pour ça, il a été incroyable, quoi. Et puis j'adore bosser avec les enfants. J'apprends énormément à leur contact. Mais vraiment, je dis souvent que je me prends des claques de direction. Ce qui est rigolo, c'est que en fait, si on accepte de travailler avec les enfants, il faut accepter de se mettre à la hauteur du jeu de l'enfant. Ce que je veux dire par là, c'est si par travailler avec des enfants, on entend reproduire une petite musique, enfin leur montrer une petite musique pour qu'ils la reproduisent, ça n'a aucun intérêt. Ce qui va être intéressant, c'est de se mettre à leur hauteur, parce que forcément, quand on a 10 ans et quand on en a 40, on n'a pas du tout le même vécu, pas du tout la même perception de vie, ni quoi que ce soit. Donc notre manière de jouer va être différente. Après, il faut que ça soit juste, mais il faut accepter que ce soit à l'échelle de l'âge de l'enfant. Et parfois, les enfants me jouent des choses, et je les regarde. D'abord, je suis un peu perplexe, je fais « Ah ouais, t'as joué ça comme ça ?» Et en fait, c'est génial. Et c'est pas forcément la manière dont moi, j'aurais joué la scène, mais en même temps, elle est juste et elle est dans leur univers. Et donc, forcément, les enfants qui vont regarder en retour vont complètement s'identifier. Et surtout, il y a une logique. Voilà, il y a une logique narrative. Il y a des adultes qui font très bien les enfants, ça je ne nie pas, mais je crois qu'un adulte ne saura jamais imiter la véracité, la spontanéité et le mode de réflexion d'un enfant. Donc il y a eu 2-3 changements dans le script, les intentions de jeu durant ces séances de doublage. En fait, c'est pas qu'il y a des changements. C'est que l'histoire, forcément, au fur et à mesure, alors l'histoire est là, le script est là, le texte est là, après on peut changer des petits mots, mais en fait les personnages se révèlent vraiment au fur et à mesure qu'on les joue. C'est-à-dire que le boulot, mon travail à moi, ça va être de faire naître l'image, de faire en sorte que les comédiens, lorsqu'ils jouent, aient suffisamment de puissance de jeu, une puissance suffisamment évocatrice pour que si je ferme les yeux et que je les entends, j'ai une image en tête. Si j'ai pas d'image, c'est que la scène n'est pas réussie. Donc le but du jeu, c'est de les porter voilà, dans les présences, dans les respirations, dans les réactions, dans leurs intentions de jeu, pour que l'image soit là. Voilà. Si l'image est là, ça veut dire que derrière, les animateurs vont réussir vont avoir de quoi s'éclater et vont pouvoir faire un board merveilleux, animer de manière merveilleuse, et surtout évidemment le réalisateur, lui, ça va être pain béni pour lui pour achever sa réal totale, voilà, sa réelle image. Le doublage s'effectue à quel moment du processus de création? Plutôt au début, quand il n'y avait pas encore toute l'animation 3D, ou au contraire à la fin? Alors là, on ne parle pas de doublage, on parle de création de voix, c'est vraiment différent. Le doublage, c'est quand effectivement vous avez un film ou une série qui est totalement finie, et généralement dans une langue étrangère, et qu'on l'adapte et qu'on va placer les voix de la langue qui nous intéresse par-dessus. C'est ça le doublage, on double la voix en fait. Okay. Là, on est en création de voix. Création de voix, ça veut dire qu'on part du script. Donc on a joué sur script. On avait le script papier, on avait quelques images de Winchloose. L'animatique était quasiment terminée. Donc l'animatique, c'est le storyboard animé pour ceux qui ne connaissent pas très bien. Donc c'est comme une bande dessinée en fait. C'est comme une bande dessinée qu'on anime et qui va donner les grandes directions de l'animation. Il y a autant d'animatiques que de réalisateurs. Il y a des animatiques très simples, il y a des animatiques très fournies. Vincent, lui, fait plutôt partie de la catégorie des animatiques très fournies, très dessinées. Donc on avait des petits bouts d'animatique, on avait des petits bouts d'images, tout n'était pas complet, il y a des choses qui étaient encore en cours, mais en tout cas on a travaillé sur papier, script papier, et ensuite les voix ont été montées sur l'animatique, okay, et une fois que l'animatique montait avec les voix, on a le projet part en animation, en studio d'animation pour les layouts, le compositing, etc. Voilà. Et du coup pour les acteurs, on va dire beaucoup plus ancrés dans le milieu, est-ce qu'il y a eu des choses particulières à noter sur
Non, alors c'est ce qui est long dans ce genre de casting, c'est de réussir à décrocher déjà de manière complètement pratique les accords avec chacun des agents pour qu'on puisse obtenir les acteurs sur le projet, pour que les acteurs puissent nous rejoindre sur le projet. Voilà. Après, c'est Vincent qui a souhaité diriger lui-même ses acteurs adultes. Donc moi, je n'étais pas en studio malheureusement. Je le suis sur d'autres projets, mais en tout cas pour celui-ci, je n'étais pas en studio pour diriger. Je vais travailler bientôt avec Yolande Moreau sur un autre projet, donc je suis ravie parce que j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir être là au moment des enregistrements de Yolande Moreau, par exemple. Mais non, rien de particulier à noter. En fait, la chose importante, c'est quand En fait, souvent les productions disent oui, on va choisir des gens qui viennent du cinéma, qui sont un peu plus établis, parce que ça marque, etc. Et puis parce qu'il y a aussi des voix, il y a aussi des icônes, et je comprends qu'on puisse avoir envie d'avoir ces comédiens dans les films. Mais après, le travail est complètement différent devant une caméra. Et en fait, quand on tourne un film, on est de la chair vivante face à une caméra, d'accord ? Donc il y a des choses qui vont se jouer de manière très subtile parce que ça se voit, je veux dire, sur le visage, ça marque, on voit la peau qui frémit, on voit une bouche qui se tord, etc. En animation, c'est le comédien qui doit tout donner, qui doit donner vie à une chair qui n'existe pas, qui est du dessin. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Et du coup, il faut que le comédien donne beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il faut monter les curseurs de jeu. Et donc, en termes de direction, ça c'est quelque chose qui est assez important qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'on peut avoir un jeu naturel, mais en animation, il faut monter un petit peu le curseur. Et quand on monte ce curseur, on a le jeu naturel. Si on ne monte pas le curseur, on a un jeu plat parce que c'est de l'animation et qu'on a besoin de plus d'élan de vie, de source de vie. Pour ne pas trahir le film. Peut-être une dernière question quand même avant de finir. Il y a beaucoup de doublages, on va dire, un peu plus original qui jouent sur un mixage sonore assez particulier, notamment avec les robots et une intelligence artificielle. Comment est-ce que ça se faisait du coup sur le plateau ? Est-ce que c'était vraiment quelque chose de, on va dire, ce qui avait un travail de jeu qui était normal et après c'était de la post-prod ? Ou est-ce qu'au contraire c'était quelque chose qu'on travaillait déjà sur le plateau de doublage ? Alors il y a quelque chose que la post-prod ne pourra jamais faire, c'est changer les intentions de jeu. Donc en fait, tout se travaille en studio déjà sur les intentions de jeu, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle a été jouée dans la diction. Il y a quelque chose qui se travaille au départ dans le jeu de l'acteur. Après, il y a un traitement sonore, etc. Les robots, c'est pareil. Il y a une manière de parler. Les fourmis, il y a une manière de parler. Tout ce qui est diction, tout ce qui appartient au jeu du comédien, c'est le comédien qui le fait. D'accord ? On n'a pas de... Et Dieu merci, il n'y a pas d'intelligence artificielle derrière qui va tout trafiquer. Et j'espère jamais. Que tout le monde m'entende bien. Voilà, il n'y a pas d'intelligence artificielle qui derrière va trafiquer. Ce qu'on va apporter, c'est effectivement un traitement sonore, c'est un travail sur la voix qui va faire ressortir la voix de manière un peu plus robotique. Ça va être un traitement sur l'intelligence artificielle pour la mettre dans cette espèce de bulle. Mais au départ, il y a le jeu de l'acteur. Voilà, c'est la base. C'est un métier de comédien. Voilà. Merci beaucoup pour cette interview. Je vous en prie, c'était un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je vous souhaite une bonne fin de festival et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup, à bientôt. Vous êtes un ogre ? Je suis agent immobilier. J'arrive, mon ami! Je vais te sortir de là! Et c'est raté! Si tu dois prendre une décision importante, écoute la petite voix au fond de toi. Elle te dira toujours ce que tu dois faire. Alors on m'a dit que tu étais un passionné de cinéma. Oui, malheureusement. Malheureusement, il y a pire. Hein. Je veux dire, tu pourrais être, je sais pas, fan d'armes. Non. Mais du coup, merci beaucoup pour cette petite question-réponse un peu improvisée. Ouais. Surtout vu ton planning. Déjà, je voulais savoir si tu connaissais un petit peu le festival Gribouillis, vu qu'on enregistre un petit peu dans ce cadre-là. Oui, je connais le festival Gribouillis. Je pense que j'ai dédicacé il y a quelques années déjà là-bas. Donc je connais, oui. Ce qui est pas mal, c'est que c'est dédié aux enfants, quoi. Donc
ça change des autres festivals de Comme bande Angoulême par exemple. Oui, bah c'est plutôt ado-adulte, quoi. C'est plus ouvert au public, évidemment. Ouais. Donc, vous présentez Angelo dans la forêt mystérieuse, qui est adapté de votre propre bande dessinée dans la forêt sombre et mystérieuse. Déjà, du coup, j'ai quelques questions. La première, c'est que, on va parler de vous, mais vous n'êtes pas tout seul sur le film. Vous avez co-réalisé le film avec Alexis Ducor, Oui. qui avait déjà participé au film Zombie-Denium. Et je voulais savoir comment est-ce que vous avez fait cette rencontre et qu'est-ce que ça avait apporté au projet. Alexis, je le connais depuis 20 ans. Hein. Donc on traîne dans la même boîte de production depuis des années qui s'appelle Je suis bien content, qui a produit le film. Donc moi j'ai fait énormément de courts-métrages avec eux. Ça m'a permis d'essayer différentes techniques. Ça allait de l'anime classique à la stop-mo. Voilà. Et donc Alexis travaille pour eux aussi de temps en temps. Donc on s'est croisés souvent autour d'une bière plutôt que d'un film. Puis voilà, donc je l'avais vu bosser, et puis il avait une expertise que j'avais pas sur la 3D parce que Zombie-Denium c'est en 3D. Donc. Et voilà, puis je m'entends bien avec lui, donc comme c'est un professionnel et moi aussi, j'avais besoin d'un allié. Et voilà, c'est venu de là, c'est juste parce qu'il a des compétences, il est excellent. Puis on a les mêmes goûts en gros, ce qui aide sur 2 ans de production, puisque tout est là avec le stress pour se foutre sur la gueule quand même. Donc vaut mieux bien s'entendre avec la personne avec qui on co-réalise. Et donc du coup, ça vous a permis de découvrir vraiment plus en profondeur la 3D, notamment sur du long métrage. Oui, oui, bah, c'est un autre monde pour aller vite. Ouais. Enfin, moi je viens de la 2D plutôt, de l'anime classique. Et la 3D ça m'excitait parce que j'en avais jamais fait. Donc quand le projet s'est monté, on a dit oui, on va le faire en 3D. Je trouvais ça une très bonne idée. Après, c'est une véritable bombe à merde, la 3D. L'animation de base, c'est... C'est les doigts dans le nez pour moi. Non, c'est pas... Il y a moins d'intervenants. C'est vraiment pas... C'est comme jouer du saxophone et de la guitare un peu. Enfin, c'est aussi différent, quoi. Au niveau de la gestion, je veux dire. On interprète le même morceau, mais c'est pas du tout la même organisation, le même protocole. Et c'est très sectorisé. En 2D, il y a moins d'intervenants tout simplement, donc on est plus en prise directe avec tout ce qui se passe. Donc il y a des choses qu'on peut corriger, bricoler, tout ça. En 3D, s'il y a une erreur 6 mois plus tôt, c'est très très difficile de la récupérer, quoi. Donc voilà, donc j'ai appris un travail. Donc la 3D, c'est plutôt venu par envie de faire de la 3D plutôt que parce que l'univers vous semblait plus destiné à la 3D que la 2D. Bah, il y a plusieurs choses. Déjà, c'était un dessin animé destiné aux gamins. Donc j'ai déjà fait, Persepolis, c'était pas à la base, c'était pas pour les enfants, mais l'histoire a voulu que ça devienne après un film qui plaît aux enfants, mais c'était pas la cible, comme on dit. Mais là, en l'occurrence, mon livre s'adresse aux enfants et le film s'adresse aux enfants. Donc j'ai juste repris un peu dans ce que je fais dans mon travail, c'est que j'ai repris les codes contemporains. Et un des codes contemporains concernant l'enfance, c'est la 3D en dessin animé. Voilà. Donc il y avait l'envie de déjà de tester un nouveau truc, et puis surtout si on parle aux enfants, de trouver le moyen de les captiver. Ouais, oui, de les captiver. Bah faut savoir ce qu'on fait, parce que moi j'aime toutes sortes de choses, quoi. Mais là, je me suis dit que c'était l'occasion de tester, pour des raisons aussi juste presque pratiques. Et puis la 3D, c'est vrai que c'est bon. Moi, j'ai des enfants, donc je vois des choses que je trouve assez phénoménales quand même en 3D. Après, c'est pas les mêmes budgets. Hein. Nous, c'est vraiment, on a bricolé tout le temps. Après, le résultat, ça va. Enfin, il est plus qu'honorable. Et c'était vraiment on a l'argent d'un trailer de Pixar, quoi, je pense, pour faire le film, quoi. Bon, si je peux donner mon avis, je trouve le film assez beau parce qu'en fait, il y a une personnalité dans la direction artistique. C'est vrai qu'on sent qu'il n'y a pas le budget d'un Pixar, mais vu que vous faites avec un univers qui vous est propre et avec vraiment des envies de design et d'univers qui vous animent, en fait, au final, le tout m'a paru vraiment cohérent et assez Oui. Non, ce que je veux dire par là, c'est que moi, ça me dérange pas de bricoler, hein, parce que ça soit clair.
Mais après, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, comme c'est un modèle qui est assez industriel finalement, le modèle de production 3D. Donc pour être en cohérence permanente avec ce qu'on a en tête, il faut toujours détourner le procédé 3D, que ce soit pour les lumières et tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne suffit pas que je pense à un truc et il y a une équipe qui se penche pour y arriver. Il faut tout le temps revenir dessus pour essayer de garder l'intégrité esthétique du film. D'accord. Voilà. Faut pas que ça soit sans âme. C'est vite sans âme, en effet. Au même titre que plein de trucs. Hein. Mais je veux dire, si on éclaire trop, il n'y a plus d'ombre, enfin il n'y a plus de... c'est une lutte permanente pour donner un peu de densité à ce qui est proposé. Voilà, ça ressemblera toujours à la 3D, mais au moins qu'il y ait des lumières marquées, des ombres, que ce soit des points de vue, des cadrages. Voilà, et puis aussi le fait de mélanger les techniques 3D, 2D, ce que j'ai fait beaucoup dans le film, pour aussi donner une personnalité au film. Enfin, tout ce qui concerne les histoires intérieures de l'enfant qui sont traitées en 2D, genre Ken le survivant ou je sais pas quoi. Après, il y a des trucs référencés à la petite taupe, plutôt années 60 tchèque. Enfin voilà, il y a plein de petits moments comme ça qui viennent alléger la 3D, je dirais. Et voilà, c'est une astuce comme une autre, hein, pour garder aussi une sorte de personnalité au film. Et du coup, vous parlez plus là des problématiques, mais est-ce que vous avez aussi pu voir dans ce projet ce que la 3D permet par rapport à la 2D ? Ça permet, ça permet des ambiances qu'on peut pas obtenir en 2D ou difficilement. Enfin, le côté organique ou tout ce qui est jeu de lumière aussi. Enfin voilà. Enfin, ce côté. Quand je dis organique, c'est d'avoir ces fameux volumes, d'avoir de la matière qu'on peut pas. Voilà. Donc si on arrive à jouer avec ça et qu'on se fait plaisir, on est gagnant, quoi. Après, comme c'est extrêmement technique, je vais pas faire la mise à mort de la 3D, hein, c'est pas ça. Mais comme c'est extrêmement technique et technologique et qu'il faut passer par plein d'interfaces donc c'est pour ça que je suis content du film au final, mais c'est qu'on peut avoir énormément de pertes parce qu'on se perd dans des limbes de savoir qui fait les poils, qui fait la peau, qui fait ceci, qui fait cela. Donc j'ai passé avec mon collègue Alexis Ducor, on a passé beaucoup de temps en visio par exemple, puisque la prod était éclatée. Lui était à la Réunion avec Gaoshan, qui est la boîte de production principale de la 3D, mais après il y avait un studio à Strasbourg, il y en avait au Luxembourg, il y en avait à Lille, il y en avait je sais plus où, mais donc voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est une autre manière d'envisager l'animation, quoi. Bon, je ne suis pas arrivé en touriste, hein, je m'en doutais. C'est aussi pour ça que j'ai collaboré avec Alexis. Mais voilà. Pour parler d'un autre point, quand vous faites du coup la BD, j'imagine le film, vous choisissez plutôt un public qui est un peu plus familial, plus enfantin. Et je voulais savoir si du coup ça avait peut-être un rapport avec vos inspirations. Je pense que derrière dans le titre, on pense évidemment à Alice au Pays des Merveilles. Donc c'est pas forcément, c'est plus un trope, je pense, d'écriture que vraiment de direction artistique. Alors qu'au contraire, Pinocchio était beaucoup plus, pour être BD, Pinocchio était un peu plus là adulte. Et je voulais savoir comment est-ce que vous aviez envisagé justement ce public, si vous avez déjà un peu répondu à la question avec la 3D, qui vous paraissait plus... Après, moi, quand je m'adresse aux enfants, c'est clairement, je m'adresse aux enfants, quoi. Après, il y a toujours du second degré ou de l'ironie ou un troisième degré de lecture, sans aucun doute. Mais après, je joue le jeu. Enfin, moi, la naïveté ou le grotesque, ça me fait pas du tout peur. Je suis pas là pour révolutionner la vie d'un enfant. Après, c'est juste une vision de plus qu'il peut avoir d'un réalisateur ou d'un auteur qui lui dit oui, il y a une façon de voir les choses qui est un peu différente. Ça sert à ça, un artiste. Hein. Ça ne sert pas à révéler quelque chose, à faire le Graal. Ça sert juste à donner des pistes. On n'est pas là pour résoudre. On est là pour justement foutre le doute. Donc après, moi, c'est un exercice de style comme un autre. Moi, je suis plutôt dans un truc assez noir et assez déprimant, même s'il y a de l'humour. Là, quand je m'adresse aux enfants, j'ai pas du tout envie de les détruire. C'est plutôt, il y a plutôt de l'espoir dans ce que je produis pour les enfants. C'est voilà. Puis avec des messages simplistes, sans aucun doute, mais qui valent le coup d'être répétés, surtout à notre époque, que ce soit sur la tolérance, sur l'écologie, sur
sur la complexité aussi de l'humain. Enfin voilà, ce que je dis, c'est juste que rien n'est simple et que en fait la vraie victoire, c'est d'essayer. C'est le résumé de ce film. C'est pas de réussir, c'est d'essayer la vraie réussite. Donc voilà. Donc c'est anticapitaliste, sans aucun doute. Mais voilà. Donc moi, ça me dérange pas du tout. Y a rien. Enfin, c'est juste je me plie au jeu. De toute façon, je suis quelqu'un d'assez innocent. Enfin innocent. Je peux enlever toutes mes idées dégueulasses et puis me mettre à la place d'un enfant et avoir envie de... comme je disais, cette histoire, au moment où j'ai écrit le livre, j'ai dit oui, c'est une histoire qui finit bien, comme si c'était une victoire que j'ai... parce que mon fils, il m'avait dit oui, toutes les histoires finissent bien. Forcément, je lui disais que des histoires qui finissent bien, vu que c'était un gamin. Donc c'est vrai que ça m'a interrogé, je me suis dit tiens oui, c'est vrai que en fait on peut vivre toute sa vie avec des histoires qui finissent bien, il suffit de pas grandir en fait. Mais et voilà, donc j'ai fait une histoire qui finit bien, de manière ambiguë certainement, parce que on parle de la grand-mère qui va mourir et qui à la fin est sauvée. C'est inspiré de faits réels comme on dit, puisque c'est l'histoire de moi avec ma grand-mère qui est morte quand j'étais gamin. Elle est morte, là dans le film ou dans le livre, je la sauve, voilà. C'est l'intérêt aussi de la chose artistique, c'est qu'on peut à un moment devenir Dieu. Un petit peu tort de la réalité. Oui, carrément. Là. Et du coup, à ce niveau thématique, donc de ce que je comprends, vous pouvez aborder tous les sujets, mais vous voulez, parce que vous parlez à des enfants, garder cette candeur et cette innocence. Oui, mais c'est comme tous les films qu'on a aimés. Je veux dire, candeur et innocence. S'il y a un réal ou un auteur derrière qui est hyper sombre, de toute façon, il reste ça derrière. Je veux dire, c'est pas parce qu'on propose quelque chose d'innocent. Je veux dire, il reste quelqu'un qui a réfléchi et qui n'est pas en train de servir de la soupe. Je veux dire, que si on regarde Ungerer ou des choses comme ça, je veux dire, le ressenti de l'enfant, il sait quand on est honnête avec lui. Voilà. Et après, c'est un truc de divertissement au sens... je suis là pour divertir, mais il y a plein de manières de le faire. Quand on dit que c'est un film familial, c'est exactement ça. C'est que c'est un film qu'on peut aller voir en famille. Enfin, le terme est... Oui. Je veux dire, les grands peuvent le regarder et voir l'ironie présente et les clins d'œil et les références qu'il y a. Et donc c'est une satisfaction parce que la grande personne ne s'ennuie pas. Le petit, il est entraîné dans une aventure, il arrive à capter quelques trucs au passage. Et voilà, rien ne l'empêchera de le revoir ou plus tard, plus grand, de se dire tiens, j'avais bien aimé ce truc, puis de voir qu'il y avait quand même des trucs plus ambigus. Et voilà. Je veux dire, c'est un exercice, comme je dis, et c'est assez plaisant à faire. J'ai aucun problème à le faire, parce que j'arrive très bien à retomber dans mon enfance, comme on dit. Voilà. Puis en plus, j'ai eu des enfants entre-temps, ce qui m'a fait une bonne piqûre de rappel. Donc voilà. Et du coup, pour peut-être une dernière question, est-ce que du coup ça résonne aussi un petit peu avec votre choix de ton? Donc, vous avez parlé du burlesque, mais il y a beaucoup de types d'humour dans le film, aussi du dialogue, sur certains personnages aussi. Et à ce niveau, est-ce que, ce que m'avait dit Marie, vous écrivez aussi beaucoup pour des comédiens, plutôt par rapport aux doubleurs pour les personnages. Les personnages, vous les écrivez en pensant peut-être à des... Ah oui. Après, ça dépend. Mais en tout cas, moi, à un moment, j'ai écrit les dialogues. Quand on m'a proposé Philippe Catherine pour l'écureuil, j'ai dit bingo. Voilà. Et en plus, c'est la magie de Yolande Moreau, même José Garcia. Ouais. C'est qu'en fait, ils ont un texte et en fait, c'est l'intérêt de travailler des bons acteurs, même quand je bosse dans le live. C'est quelqu'un qui prend un texte qui vaut ce qu'il vaut et en fait qui le transcende. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'un acteur est bon et un acteur est mauvais. Voilà. Donc il y a un moment, ça m'appartient plus. Parce que le phrasé de Philippe Catherine ou Yolande Moreau, c'est pas moi qui vais le présupposer. Je veux dire, ils ont un texte et puis Philippe Catherine, il a une manière une diction où il met les accents toniques n'importe où. Et c'est génial parce qu'il est hyper repérable, en même temps il colle parfaitement au personnage. Enfin, on ne peut plus imaginer maintenant l'écureuil sur cette voix. Yolande Moreau, ma grand-mère, c'était pas la même gouaille, mais c'était un peu magnifique. Et José Garcia, c'est vraiment le méchant de série B.
enfin une sorte de classique, de cliché presque. Donc il est parfait aussi. Enfin, voilà. C'est ça aussi, ce que je voulais dire, c'est que je prends des archétypes, que voilà, j'ai pas peur du grotesque, j'ai pas peur aussi de flirter avec des clichés. Je veux dire, si j'en ai conscience. Et c'est un jeu aussi que je mène avec le spectateur, même s'il est petit, c'est tiens, tu sais de quoi je parle, tu sais pourquoi je fais ça. Sauf qu'après je dévie de 15 degrés par exemple. Mais je joue avec tous ces codes. Voilà. Ce que je peux faire dans les BD pour adultes, c'est la même chose. Si je fais un truc sur l'apocalypse, je prends bien tous les trucs du survivalisme avec l'homme qui traîne, la terre a été détruite. Je connais tous mes clichés. Après, je détruis ce truc. C'est-à-dire que en fait, c'était pas ça l'histoire. C'est pas ce qui m'intéressait. Je parle d'un mec qui est névrosé, par exemple. Et en fait, son histoire, elle est intime. Et en fait, le monde a déjà disparu, mais à l'intérieur de lui. Voilà. Donc, au même titre pour les gamins, je prends. Il y a une sorte de code. Ça. Il y a le méchant qui n'est pas dans la BD, voilà, parce qu'on est au cinéma, c'est un autre rythme. Et j'utilise ce code-là, et après je dévie en permanence, voilà, je rajoute 2-3 conneries qui m'appartiennent, avec une sorte de figure imposée, un peu comme une partition, et moi je joue de la clarinette et je la bousille, quoi. En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien. De rien. Encore bravo pour votre film qui sortira donc du coup le 23 octobre en France. Absolument. Merci.